Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click, je suis Ker, il est Big B. Bonjour à tous. Et l'ami Big B est très heureux de vous annoncer qu'il a préparé un dossier sur les deepfakes, la menace deepfake, les enjeux pour le cinéma à l'avenir. Bref, on va vous parler de ce sujet qui, il faut le dire, te passionne. Alors attention, quand tu dis les dangers, etc., tu le présentes comme quelque chose de catastrophique, alors que non, on va le voir, ça pose des questions, ça met plein de possibilités sur la table, et certaines possibilités sont peut-être moins agréables que d'autres, mais on va en discuter, on va regarder ça. Donc déjà, qu'est-ce que le deepfake ? Eh bien, le deepfake, c'est tout simplement une manière en fait d'utiliser l'intelligence artificielle, qui va donc calculer de plein de manières différentes, en gros, le visage qui est dans la vidéo, puis avec tout le machine learning, donc tout ce qu'on lui a fait à apprendre, à analyser des visages, des images, etc., on va lui dire, en fait, l'autre visage, tu vas réussir à le plaquer sur le mien. Et donc, ainsi, on va transformer le visage d'Elon Musk en un visage qui s'approche de Nicolas Cage. Là, on est au début de la technologie, ça fait seulement quelques années que c'est en place, et il y a déjà des particuliers qui réussissent à utiliser ces systèmes pour pouvoir, tout simplement, générer des images. Et on en est même un peu plus loin, on va le voir plus tard, vu que certains de ces éléments sont mis. Donc, on va prendre un exemple. Déjà, le premier exemple, c'est le fameux exemple de la fameuse moustache de Henry Cavill. Donc là, si tu regardes l'image, à gauche, tu vois les trucages qui ont été faits à la manière habituelle dont on va parler, et à droite, du deepfake. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'on appelle du trucage habituel ? En fait, habituellement, ce qu'on va faire, c'est de deux manières. Soit la manière 2D, on va en fait, exactement comme un Photoshop, on va en fait dupliquer des petits bouts, tu vois, de la peau, et on va le coller comme ça, pour redonner l'impression que la peau est plus smooth, ou pour du coup retirer une moustache et le faire apparaître. Là, c'est pas le cas, mais ça c'est le niveau 1, souvent le niveau des films, beaucoup de films français ou des films, des courts-métrages, parce que c'est ce qui coûte le moins cher et que quelqu'un peut faire tout seul. Ce qui coûte le moins cher, c'est quand même de se raser. Le niveau 2, c'est tout simplement de faire de la 3D. Donc en gros, on remodèle le visage d'Henri Cavill en prenant du coup des points précis et du coup, on va prendre ce visage 3D et on va le reposer sur le visage réel. Et avec ces points, en fait, on va faire qu'il bouge de manière parfaite. Et du coup, c'est ce qu'on appelle du tracking. Et donc, quand je vais bouger la mâchoire, le visage 3D va bouger pareil. Le problème, c'est qu'évidemment, le fait de bouger comme ça sur les côtés, ça veut dire qu'il y a une rotation. Ça, les ordinateurs peuvent être un peu perdus. Et puis, ça veut aussi dire que si le modelage 3D n'est pas particulièrement fin, comme on le voit sur le cas d'Henri Cavill, en fait, la lèvre supérieure, elle n'est pas très bien modelée. Et donc, du coup, on a l'impression qu'il a une lèvre supérieure qui fait ça parce qu'en fait, ils ont dû la faire plus longue pour cacher toute la moustache. Et donc, très vite, on peut se rendre compte de problèmes. Ce qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, par exemple, les créations Marvel, tout le monde dit oui, mais il y a un petit côté un peu cartoon, c'est pas réaliste comme on peut voir plein de films en ce moment. Quand on regarde un film Marvel, on voit qu'il y a plein de trucs qui sont un peu flous ou qui sont dans le sombre. C'est parce qu'en fait, ils ont tellement de trucages à faire et ils ont des effets qu'ils doivent faire perdurer sur des films et des films et des films et même sur un film donné, sur 1 heure, c'est énorme de faire tenir un personnage en 3D tout le temps. Ils sont obligés d'utiliser encore à l'heure actuelle, pour des économies de budget, ce genre de technique. Le deepfake, comme on peut remettre l'image de Henry Cavill, le deepfake c'est complètement différent. On prend le visage d'Henry Cavill normal, qui n'a pas sa moustache, et on le colle pouf sur le visage de Cavill. Et là, en fait, l'intelligence artificielle va dire ah, donc là, dans l'image précédente, il avait une ombre là, donc on va remettre une ombre là, etc. Et va tout recalculer, mais c'est son ancien visage qui est recollé sur ce visage. Donc la moustache, en fait, elle n'existe pas. Il pourrait être une autre personne, ce serait pas un problème. Alors, quand on dit que ça a été fait avec un ordinateur à $500, il faut voir que l'ordinateur qu'il a utilisé peut-être n'était qu'à $500, mais l'intelligence artificielle et l'entraînement derrière pour arriver à cette technologie a largement pas coûté $500. Et du coup, on est maintenant à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les moyens d'intelligence artificielle qui sont mis à disposition,
contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ne sont pas extrêmement chers à l'heure actuelle. Oui, puis c'est pas 300 millions non plus pour effacer le moustache Oui, de Henry Cavill. exactement. Et donc en fait, le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on dit ce n'est pas extrêmement cher? C'est parce que en fait, beaucoup des personnes des grands groupes qui mettent à disposition donc, des services d'intelligence artificielle, c'est sur une base de location. Et donc en fait, c'est des locations qui sont parfois assez peu chères. Microsoft, par exemple, met des services en place d'intelligence artificielle ou Adobe qui sont peu chers. Et en fait, par contre, si on devient le nouveau Uber qui utilisent une de leurs technologies d'intelligence artificielle, eux, ils espèrent que d'être un peu comme Google Maps. Google Maps est intégré dans Uber. Uber paye des fees à Google Maps, tous les ans, pour utiliser leur système de localisation et les cartes. Et en fait, si vous voulez, Adobe, Microsoft, etc., ils essayent de faire ça, ils essayent de se dire, on va pas avoir les idées de toutes les nouvelles innovations, et donc en fait, on donne nos services à disposition pour que les gens soient tributaires de ça, soient obligés de les utiliser, et que le futur Uber soit obligé d'utiliser mon service Adobe, mon service Microsoft Azure, etc. Bref, donc tout ça pour dire que c'est là le deepfake et toute la partie intelligence artificielle est beaucoup plus facilement accessible qu'on ne le pense. Alors, à des particuliers, mais bien évidemment à des entreprises de trucage. Et on va voir donc tout au long du reste de la vidéo qu'est-ce que ça peut amener. Alors, en fait, ça peut amener ce qu'on voit là. C'est-à-dire que déjà, on peut se dire, eh ben en fait, on va prendre des personnes qui n'existent plus, enfin qui sont morts, et on va les animer. On va tout simplement prendre plein de photos qu'on a de Marilyn Monroe et on va réanimer la photo parce que là, on est plutôt pour l'instant dans la performance de dire c'est marrant de le faire ou Albert Einstein. Mais peut-être ça veut dire aussi que demain, on pourrait voir un nouveau film de Marilyn Monroe. Et ça, c'est déjà plus intriguant de revoir un film. Peut-être qu'un réalisateur, peut-être que Hazanavicius, quand il veut faire le futur OSS 117, dans 5 ans, aura envie d'avoir en personnage Marilyn Monroe. Alors, techniquement, ce sera possible. Donc, on prendra une actrice qui joue un rôle, et puis tout au long du film, on ira coller le visage de Marilyn Monroe sur elle. On a déjà vu ça dans Rogue One, par exemple. Alors, le truc, c'est que en fait, jusqu'à présent, les gens le faisaient via la technique 3D. Oui. Très lourd, très cher et assez imparfaite. Mais là, avec le deepfake, on commence à avoir quelque chose qui est particulièrement bien émulé. Et donc, pour ce genre de cas, ça va juste être fait mieux, plus facilement, moins cher. Et donc, ça veut dire qu'on va le voir se développer. Je prenais l'exemple d'Azanavicius, par exemple dans le cinéma français, par exemple dans le cinéma anglais. Et donc, on va plus avoir besoin d'avoir un budget d'un titanesque AAA pour pouvoir le faire. Donc ça, évidemment, ça pose quelques questions. Déjà, Marilyn Monroe, elle a peut-être des ayants droit, des personnes qui n'ont pas envie que la personne dont ils protègent les droits soit utilisée sans ça, vouloir. Ils pourront pas, quand même. Alors, en fait, ils pourront pas avec qui? Parce que, par exemple, Jules César, il n'y a plus d'ayants droit. Qu'est-ce que t'en sais? Non, mais... Moi, des Jules, j'en connais. Hein. Donc, très concrètement, sur les personnalités modernes, non, t'as raison. En fait, il y aura effectivement des problématiques. Alors, suivant les pays, il y a des lois qui disent qu'en gros, on n'a pas le droit de réutiliser une œuvre pendant 50 ans, tu vois, par exemple. Il y a le fait de ne pas réutiliser, il y a les droits d'image. On a qui font que je suis propriétaire de mes droits de mon image. Et puis après, les descendants. Et en fait, pour l'instant, l'armada légale n'est pas prêt. L'armada légale n'est pas prêt au deepfake, à ce que ça se développe partout, etc. Il y a quelques lois qui protègent, mais elles ne protégeront pas Jules César, elles ne protégeront pas les personnes qui sont tellement vieux qu'ils ne, tu vois, de 100 ans, 200 ans. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 50 ans, on pourra peut-être utiliser Walter Disney, enfin Walt Disney, pour justement l'intégrer à des films, peut-être. Et donc ça devient à la fois zone de problème et zone de possibilité aussi. Et donc là, le but de la vidéo, c'est pas forcément de juger, mais juste de vous donner donc les problématiques et de vous donner un peu l'intérêt du deepfake. Après, en quatrième point, pardon, ça va permettre aussi de faire rajeunir des acteurs. Donc, je peux réagir au troisième point. Parce que tu dis on juge pas, mais moi en fait j'ai envie de juger. Parce que c'est le vrai problème de cette idée de faire venir Marilyn Monroe, etc. Et tu parlais d'autres personnages historiques, mais en fait ça casse quand même complètement quelque chose vis-à-vis du cinéma, qui est déjà la véritable performance de l'acteur.
Donc moi c'est ce que j'aime bien, c'est ce que j'aime d'ailleurs, voir des acteurs, des actrices dans de véritables performances. Mais surtout, je trouve que le cinéma, c'est lié à la vie finalement, le temps qui passe et la mort qui arrive. Et on a des acteurs qui ont disparu de nos écrans parce ils sont tout simplement décédés. Et c'est comme ça. Et je pense que ça serait piège de la part du cinéma de casser cet élément-là qui est, il faut accepter que bah voilà, Robin Williams, il est plus là, malheureusement. Donc on va s'en souvenir, mais il est plus là. Et les autres acteurs, c'est pareil. Et le fait de truquer cet élément-là, moi, me gêne beaucoup. J'aime pas du tout ce concept-là. Alors, il y a plein d'éléments à ce que tu viens de dire. Et pour répondre, je vais passer au 4e point parce que ça va donner des éléments de réponse. Donc, c'est comme on l'a vu donc, dans le dernier Captain Marvel, on a eu Samuel L. Jackson qui a été rajeuni. Là, c'est pas du deepfake, en tout cas pas à ma connaissance, c'est justement le fait de le remodeler en 3D, etc. Maintenant, imaginez cette technologie, parce que c'était pas encore parfait, imaginez cette technologie complètement parfaite, où on a Samuel L. Jackson, acteur bankable, tout de suite maintenant, qui du coup peut être rajeuni. Alors, très bien, ça va redonner la possibilité à plein d'acteurs de jouer plein d'autres rôles. Par exemple, on le sait que là tout de suite, l'acteur qui jouait Iron Man, une des raisons pour lesquelles eh bien, il a moins de films à l'avenir, c'est notamment parce qu'il se sentait trop vieux pour incarner le personnage. Mais qu'est-ce qui se passe si en fait on a des rôles qui sont incarnés par deux personnes ? La doublure physique et la personne qui prête son visage et le jeu facial. Et ben, ça va redonner des possibilités à ces vieux acteurs de revenir sur le devant de la scène. Maintenant, j'adresse ton point. Si on devait y voir un problème, par exemple une dérive, ce serait de dire qu'en fait, là tout de suite maintenant, il y a quelques acteurs qui sont beaucoup plus bankable que les autres. Ça voudrait dire aussi que s'ils n'ont plus qu'à faire la motion de capture, le visage, ils pourraient faire potentiellement 5, 10, 20 films de plus par an. Donc Samuel L. Jackson, qu'on voit déjà beaucoup, peut-être que dans l'année, on pourrait le voir dans 10 films de plus. Et donc, c'est 10 films dans lesquels d'autres acteurs n'auront pas leur chance. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, ça veut dire que le Il cinéma... n'y a pas de renouvellement de génération d'acteurs. Ce qui fait aussi tout le charme du cinéma. Il n'y a pas de génération de renouvellement d'acteurs dans les deux sens du terme. Il n'y aurait pas d'acteurs qui pourraient prendre le rôle, mais en même temps, les vieux acteurs auraient aussi le rôle des jeunes acteurs. Maintenant, un autre élément à savoir, c'est que on dit souvent, donc on parle de l'industrie cinématographique. Le cinéma, c'est l'industrie cinématographique. C'est-à-dire que c'est autant un art qu'une industrie. C'est un art, les films qu'on voit, ce sont des œuvres d'art, mais par contre, ce sont des œuvres qui sont commandées par des studios et validées par des studios. Donc on est vraiment au moment où l'art et l'industrie sont vraiment main dans la main. Beaucoup plus que dans n'importe quel autre art. Alors on pourra argumenter la musique, mais je pense que c'est là où ça se sent le plus, c'est au cinéma. Et donc, les films qu'on voit sont souvent les films qu'on veut voir, les films sur lesquels on va payer. Et donc, si effectivement, il y a plein de Français nostalgiques maintenant qui ont envie de voir Patrick Devers, par exemple, puisqu'il est mort trop tôt, eh bien, en fait, dans quelques années, si effectivement les ayants droit disent OK, je pense que qu'est-ce qui arrêtera un producteur d'aller produire le film avec le nouveau film de Patrick Devers ? Donc, c'est quelque chose qui pose à la fois des problématiques. Parce que c'est pas Patrick Devers. C'est pas Patrick Devers, effectivement, mais il y aura un acteur qui jouera Patrick Devers. Et oui, mais ça sera pas Patrick Devers. Oui, mais tu comprends toute la problématique. Oui, mais donc, c'est exactement ce qui me gêne. On a à la fois cette notion de pouvoir de nouveau avoir les acteurs passés et vivants, vieux, ou même des gens qui sont très connus maintenant et qui explosent, qui du coup préemptent tous les rôles. Et ça, c'est vraiment une dérive potentielle. Comme c'est aussi possible qu'on ne se focalise plus que sur un certain nombre d'acteurs et qu'en fait le rôle même d'acteur, ce soit doublure physique, c'est pas encore celle-là, et ce soit doublure physique et à côté de ça, le personnage qui va être bankable, ce qui est complètement dans le sens de l'histoire actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sent, il y a de plus en plus de Samuel L. Jackson qui arrive, dont le visage est fait en 3D, ça reste lourd, pas accessible à tous les studios, etc. Imagine que il n'y a pas la performance de l'acteur. C'est disponible. Samuel L. Jackson, il y a la performance de l'acteur. Son visage a été capturé pour chacun des mots qu'il a dit, et après ça a été remis en 3D. En fait, il faut distinguer deux cas. Le cas où tu as un acteur qui fait son propre rôle
et le deepfake permet de le coller sur un acteur plus jeune qui va lui faire des saltos arrière, etc. Et le cas de, on a utilisé le visage de quelqu'un d'autre, et c'est un autre acteur complètement qui a fait toute la performance. Et donc les deux sont à la fois porteurs de plein de possibilités et à la fois porteurs de plein de complexité. Et donc quand on parle de changer le corps, donc ça c'est le point numéro 5 avec Julia Roberts, et donc en fait, Julia Roberts dans Le Mexicain, ce film que personne n'a vu, avec Si, Brad avec Pitt. Brad Pitt, moi j'ai vu. Et c'est Sorti en 2001, je crois. Car les films obscurs. Et en fait, il y avait un truc, c'est que Julia Roberts avait eu un corps, donc je parle notamment de son ventre, qui avait été complètement refait, notamment parce qu'elle avait une scène où elle sortait de la piscine, et en fait, elle avait un corps de toute jeune demoiselle, alors que Julia Roberts, déjà à ce moment-là, n'était plus une toute jeune demoiselle. Donc contractuellement, il fallait retruquer son corps, et donc son ventre notamment, pour que à l'image, elle paraisse pimpante. Game of Thrones l'a fait souvent, ça. Il y a souvent eu des doublures, par exemple des doubleurs corps pour faire l'acteur nu de dos. Oui, ou des mais trucs comme non, ça. dans Game of Thrones, la scène de Cersei Shame, Il y a quelqu'un d'autre qui fait ses fesses. c'est... Non, c'est quelqu'un d'autre qui fait tout son corps. D'accord. Et Ils son ont juste visage est rajouté mis sa dessus. tête parce que l'actrice était enceinte à ce moment-là. Et le truc, c'est que en fait, ça veut dire que ça, c'est d'autres possibilités. Ça veut dire que, on pourrait avoir des acteurs, des actrices qui ne sont pas parfaits physiquement et qui jouent des rôles de premier rôle de gens qui doivent être magnifiques. Donc ça, c'est une bonne possibilité. Par contre, c'est aussi source de vrais problèmes parce que, on le voit bien avec justement cette volonté de toujours retoucher les photos de tout le monde sur Instagram, etc., où en fait on se retrouve acculé avec des images de corps parfaits 100% du temps. Alors ça fait déjà très longtemps qu'on le sait, par exemple sur les magazines de beauté, où toutes les femmes qu'on voit dessus sont extrêmement photoshopées, et ben là ce serait le cas sur toutes les actrices potentiellement acteurs auraient des corps parfaits en permanence. Ce serait une pression pour nous au quotidien qui serait de plus en plus forte. Nous, ça va, je veux dire. Oui, On mais est parfait, mais parce qu'on est gaulé, quoi. Mais le truc, c'est que on est gaulé dans les 10 kilos de trop, quoi. Et donc ensuite, évidemment, alors ça, c'est quelque chose qui est l'axe sur lequel on parle le plus du deepfake maintenant. Donc je vais juste le mentionner, qui sont donc évidemment les fake news. Les fake news, c'est notamment un sonneur d'alerte, entre guillemets, qui a donc mis Obama. Donc là, en fait, le risque qui est un risque. Donc là, je vais pas du tout parler de cinéma. Le risque, c'est que si, du coup, on va prendre le visage de dirigeants, etc., en fait, on peut faire des faux. Et donc, on peut faire des fausses interviews où, par exemple, il y avait eu, alors je ne vais pas rentrer dans la politique, mais il y avait eu beaucoup de fake news lors des élections présidentielles françaises, qui, du coup, quand on a commencé un peu à pister les choses, il s'avérait que ça venait de fermes de fake qui étaient en Russie. Et donc, en fait, le truc, c'est que là, on peut imaginer Macron qui va sortir des trucs qui n'ont aucun sens, les gens qui reprennent ça sur les réseaux sociaux en disant « mais quel enfoiré, il a dit ci, il a dit ça », et de le mélanger avec un petit peu de réalité pour que ce soit vraiment fourbe. Et pareil avec n'importe quel opposant de n'importe qui. Et du coup, on aurait un débat public complètement pollué par le réel, le non réel. C'est déjà le cas avec les fake news ou simplement le photomontage. Voilà. Photoshop, mais là, regarde, Greta Thunberg par exemple a eu une photo qui a été retouchée. Ils l'ont mis avec quelqu'un qu'elle est censée détester. Parce que c'est un grand patron, c'est tout l'inverse de ce qu'elle défend. Alors qu'en fait, la véritable photo, elle est juste avec quelqu'un qui a rien à voir avec tout ça. Tout à fait. Et en fait, le truc, c'est que là où je veux en venir, c'est que là, il y aurait ce nouveau support de vidéo. Oui, ce serait plus que du texte, il y aurait un vrai support de vidéo et on aurait la personne qui s'adresse comme ça et qui raconte n'importe quoi. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi problématique dans la fake news que c'est problématique dans les arnaques. Donc là, ça fait depuis à peu près fin août. Il y a aussi un système qui est apparu, donc de deepfake audio, où en gros, on peut complètement recréer une voix pour du coup recréer une voix de zéro. Donc toi tu parles et en fait à l'autre bout on entend une autre voix. Et donc ça a été notamment vachement mis en avant parce qu'il y a ce qu'on appelle les arnaques au président. Donc tu appelles une société en disant, t'appelles la compta en disant j'ai besoin d'un virement en urgence sur le compte d'un fournisseur qui s'appelle Tartampion. Et il y a une société dont j'ai complètement oublié le nom qui a été arnaquée de 100 000 euros
Ils ont Mais fait ils un ont pas virement. tiqué que le mec qui s'appelait Tartampion, c'était quand même chelou Non. comme nom. Et donc, ils ont fait un virement de 100 000 euros à une boîte et l'argent, après, il a disparu dans plein de paradis fiscaux. Et donc, c'est des arnaques au président donc, qui sont en audio. Si on les mélange avec donc, le deepfake vidéo, eh bien, évidemment, ça pose plein de problèmes. Là, on le voit dans le monde de l'arnaque parce que c'est quelque chose qui se développe. Donc, imaginez-le instrumentalisé à des fins politiques. Ça peut être assez violent. Maintenant, on passe. Alors, je voulais le mentionner, c'est pas le cœur de la vidéo, mais c'est vrai que ces moyens qui peuvent servir à l'artistique peuvent aussi servir du coup à d'autres fins. Et puis il y a aussi une application qui fait énormément parler. Voilà, donc ça aussi, il fallait en parler. Il y a l'application Zao qui en parle, donc XAO, qui en fait a fait beaucoup parler en Chine. Et en fait, donc c'est une application qui, en gros, tu prends une photo de toi, elle prend la photo, elle l'envoie sur ses serveurs, et sur ces serveurs, du coup, elle t'intègre dans des vidéos qui ont déjà été précalculées. Donc le calcul ne se fait pas sur ton téléphone, mais sur des serveurs online. Bon, ça a créé plein de débats sur, du coup, légalement, ça veut dire qu'il faut donner les droits de ta photo, Oui. de ton visage. En plus, l'application doit être connectée avec ton numéro de téléphone. Donc évidemment, Collecte de données. la collecte de données peut être compliquée. Mais voilà, juste d'un point de vue technologique, ça veut dire que là, tout de suite maintenant, on peut en arriver avec certains mouvements, certaines scènes précalculées, on peut déjà insérer des visages de manière très très simple sur une simple application mobile. Donc imaginez ce que les studios de cinéma avec leurs investissements à dizaines, centaines de millions pourront faire d'ici 5 ans. Maintenant, à ça, il y a un élément moi que je trouve assez intéressant, c'est en fait il y a notamment Nvidia qui travaille beaucoup donc, sur ce travail de deep learning des images et de création d'images, et en fait ils arrivent à créer des nouveaux visages. Donc si tu peux mettre à l'antenne les images, ma chère Daniel, et en fait ils créent des nouveaux visages, et en fait ils vont prendre plein de visages qui existent déjà, donc ils vont prendre des millions de visages qui existent déjà, et ils vont créer des nouveaux visages de personnes qui n'existent pas. Et ils vont créer des visages qui sont absolument photoréalistes. Si vous tapez Nvidia Generate... Très réussi. Generate Face, et vous allez voir une galerie de visages, et le site en génère en permanence, qui sont qui ont l'air extrêmement réalistes. Et donc ça, maintenant, si on le recolle au début, eh bien, ça veut dire qu'un studio, un major de cinéma, pourrait se créer son actrice. On pourrait créer une actrice qui n'existe pas. Simone. Tu te rappelles du film Exactement. Et donc, en fait, on aurait Simone avec une actrice, quelqu'un qui prête ses intentions de voix, qui prête son jeu d'acteur, etc. Une autre personne, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une seule personne qui fait tout, une autre personne qui fait les cascades, c'est incroyable. qui fait des cascades, et la troisième qui chante. Et donc, on pourrait avoir ce personnage complètement factice créé par les studios d'ici quelques années. Et tout ça, ce n'est que Et ça une règle tous technologie. les problèmes de contrat. Il n'y en a plus. Ouais, c'est Parce que incroyable. le visage, du coup, ne serait qu'une pure création graphique du studio. Et donc, le visage, le nouveau visage, tout ça, ne serait que une propriété du studio. Et donc, eh ben, il faudra travailler à d'autres innovations légales. Il faudra du coup dire la personne qui fait les mouvements, le motion capture doit avoir plus de droits, parce qu'en fait il représente plus de la partie de création que ce n'est actuel. Donc c'est fondamentalement hyper intéressant. Et ça, je voulais donner un cas très concret, parce que peut-être que les gens vont dire c'est Simone, c'est un peu trop l'avenir. Et en fait, donc c'est le cas numéro 9, ma chère Daniel. En gros, au Japon, il y a déjà des idols qui sont des personnages soit d'animation, soit un peu 3D, qui sont complètement numériques. Une ou des filles leur prêtent leur voix. Et du coup, il y a déjà des idols numériques qui sont complètement bidons, enfin bidons dans le sens qu'ils n'existent pas, qui ont déjà des fans à centaines de milliers de personnes. Plus que nous Qui font des concerts, qui font des concerts où les gens viennent, ils voient donc du coup cette espèce de projection. Alors, ils font ces fameux effets d'hologramme comme avait fait Mélenchon. Il y a du coup des effets de réalité augmentée, c'est connecté à ton téléphone. Sur ton téléphone, tu peux voir en temps réel les paroles qu'elle va chanter, etc. Et tous ces éléments-là qu'on voit au Japon, alors est-ce que notre culture acceptera d'être ému par des personnages qui n'existent pas ?
Je ne sais pas. Par contre, voilà, on sait tout de suite maintenant qu'au Japon, c'est le cas. Au Japon, c'est le cas. Il y a des fans de personnes qui adulent tel ou tel idol, ce qui n'existe pas, et justement parce que c'est encore plus un personnage rêvé. Qu'est-ce que tu penses de tout ça pendant que je me mouche? Alors, je veux pas faire le vieux con, mais tout ce que tu m'as dit ne me plaît pas du tout. Alors, tu l'as très bien présenté, mais je ne vois aucun avantage au deepfake actuellement. Rien du tout. Là, tu m'as expliqué que potentiellement, donc les studios pouvaient créer une fausse actrice, un faux acteur, lui faire n'importe quoi et du coup mettre tous les vrais acteurs sur le côté. On a le fait que bah voilà, on casse avec des éléments qui sont des éléments de la vie comme la vieillesse, le décès, etc. Euh, un film avec James Dean, pas de problème. Fast and Furious 14 avec James Dean, aucun problème. Vin Diesel aura 75 ans, pas de problème, il en aura 25. Et James Dean qui est mort depuis belle lurette et qui est devenu une légende parce que justement il a eu une carrière très courte. Là on le mettra dans à peu près tout. Tout ça ne me plaît pas du tout. Moi j'aime le vrai. Je suis désolé mais j'aime le vrai. J'aime aussi, enfin je l'aime pas mais c'est comme ça. J'aime aussi la dureté de la vie. Le fait que bah, t'as un acteur qui est là et t'as un acteur qui est plus là. Kevin Hart il a eu un terrible accident cet été. Moi j'adorais Kevin Hart mais peut-être qu'on le reverra pas devant la caméra ou peut-être qu'on le reverra pas avant longtemps. J'étais un immense fan de Robin Williams, je le reverrai plus jamais de ma vie parce que il est décédé et c'est comme ça. Ça m'emmerde. Après les éléments de toutes les arnaques, etc. C'est hyper dangereux, je trouve. Enfin, il y a plein de. Moi, pour l'instant, honnêtement, je ne vois aucun avantage au Alors, deepfake. le truc, c'est que. À part peut-être si ça nous avait permis d'avoir une meilleure moustache de Henry Cavill c'était dans Justice League. Mais encore une fois, j'en reviens à ma vanne du départ. Mais s'ils avaient laissé Henry Cavill se raser la moustache, on aurait été quand même beaucoup plus tranquille. Et la moustache, d'ailleurs, c'était quand même juste un énorme pied de nez, puisqu'il n'y avait aucune raison qu'il ait de la moustache dans Mission Impossible, et qu'ils ont fait ça juste pour faire chier la Warner, on le sait tous. Alors, je comprends et je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, évidemment, ce qui me fait peur, c'est toutes les dérives du studio qui pendant quelques années, se met à avoir qu'un nombre très restreint d'acteurs hyper bankable, puis qui les fait sauter pour des acteurs qui possèdent eux. Mais il faut bien voir que ça veut dire aussi que s'il y a un acteur qui est juste moche et qui n'a jamais pu percer, c'est peut-être maintenant la seule période de toute l'histoire du cinéma où il va pouvoir percer. Mais on s'en fout, les très bons acteurs, même très moches, percent. Bah, pas tant que ça. Paul Giamatti, c'est quand même pas le mec extrêmement beau et ça n'empêche qu'il a un énorme succès. Il y a plus de bellâtres que de mecs hyper moches bankable au cinéma. Et donc, oui, mais alors dans un cinéma très qualitatif ou des séries très qualitatives, le physique, on s'en fout. C'est la performance de l'acteur, c'est aussi filmer le vrai. Si demain, tous les mecs ont la tronche de Brad Pitt, non, mais ce que tu dis, alors déjà, nous, on aura l'air con, mais en plus, on aura un monde complètement aseptisé. Mais ce que tu dis sur le principe, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais dans les faits, regarde le nombre d'acteurs qui jouent, pas uniquement dans les films, mais dans toutes les séries produites télé. Globalement, c'est pas tous dégueux, quoi. Mais attends, le problème du physique, ça n'a jamais été un problème en fait. C'est la voix, parce que quand le cinéma était muet, il y a des acteurs qui étaient des méga stars de cinéma muet qui ont disparu du jour au lendemain parce que leur voix était insupportable. Donc si tu peux modifier la voix, why not? Mais par contre, le physique, les acteurs qui étaient moches dans le cinéma muet, ils sont restés moches dans le cinéma parlant et ils ont pas disparu. Et tu as encore des acteurs qui sont, on va dire, pas très beaux, et pourtant ils sont là. Deuxième point que je veux aborder, c'est aussi, sur lequel il faut mettre les choses en perspective, c'est l'œuvre artistique. C'est-à-dire que là, concrètement, si demain on a un réalisateur qui veut faire un film où c'est Kerr qui fait un voyage dans le temps, qui rencontre Marty, qui est joué par le même acteur que Marty, qui rencontre le Doc, qui est joué par le même acteur que le Doc, et ensuite il voyage dans le temps, et là, boum, il voit Al Pacino quand il avait 20 ans. Et en fait, ça ouvre aussi des possibilités. Pas de problème, les acteurs sont encore là. Oui, il voyage encore plus dans le temps. Et là, boum, il tombe sur Robin Williams à l'époque de Good Morning Vietnam. Déjà parce que je trouve ça hyper glauque. Et ensuite, comme je l'ai expliqué, Robin Williams, il est plus là. Sa famille et tout. Lui, est-ce qu'il aurait voulu ça ? Tu as quand même le droit, toi, d'avoir... Pose-toi la question exactement de la même manière sur les albums de musique qui sont... Ah mais ça m'a toujours posé problème. Qui sont diffusés à titre posthume. Ça m'a toujours posé problème. Par exemple, dans le cas de Prince, il y a plein d'albums, il voulait pas les diffuser. Pour lui, hyper perfectionniste, il voulait pas les montrer, etc. Pouf,
il meurt, et finalement, bien les évidemment. gens les mettent. Mais ça, c'est très problématique. titre C'est un perso- non-respect de À l'artiste. titre personnel, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément de mal. J'ai pas envie de les écouter. C'est comme Mais- Drake qui sort un morceau avec Michael Jackson. Alors, ok. J'ai cru que tu allais dire c'est comme Drake qui sort un morceau, mais Non, Drake il mais- est vivant. Mais oui, mais Michael Jackson, tu Ouais. vois, enfin, c'est une blague. Et ça a été repris partout, le nouveau Michael Jackson. Non, c'est pas le nouveau Michael Jackson. Michael Jackson est décédé. Et donc tout ça pour dire que ça peut apporter énormément de nouvelles possibilités créatives. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas le jeter en bloc. Par contre, c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments extrêmement négatifs sur lesquels il faut que nous, spectateurs, on soit alertés. D'où le fait que j'avais envie de faire cette vidéo pour vous. Alors, c'était très intéressant, mais tu dis il faut ne pas tout jeter en bloc, c'est à nous d'être alertés, etc. Le problème, c'est que l'homme, depuis toujours, n'a jamais su manier une nouvelle technologie avec intelligence. C'est comme ça. Donc, ça a toujours été comme ça et ça continuera. Donc avec le deepfake, on Avec va du faire bon n'importe et quoi. du pas bon. On L'arme va faire nucléaire n'importe a fait quoi. des explosions et elle nous donne l'électricité. Oui, Donc mais là, je- dans le je deepfake, ne dis toutes les et j'espère que les personne n'aura problèmes, retenu. à mon avis, ça va se produire. mais vraiment sans doute. De toutes les manières, je pense pas avoir sorti de mon chapeau toutes les mauvaises utilisations. Il y en a des nouvelles qui vont apparaître. Mais ce que je dis, c'est que le deepfake, c'est une nouvelle technologie qui va changer énormément de choses. Il faut que nous, spectateurs, on soit au courant de ça pour comprendre beaucoup de choses qui vont sans doute se passer dans les 5-10 prochaines années. Peut-être qu'il y aura effectivement cette première actrice virtuelle. Ça risque d'être des moments où on verra les débordements, on les verra pas parce que peut-être que la fameuse Simone, elle arrivera dans un rôle incroyable et puis ce sera révélé qu'après le succès du film. Et voilà, en gros, il faut juste savoir, ça existe, il y a des débordements possibles, il y a des libertés créatives possibles, mais c'est comme tout, il faut que nous, spectateurs, on soit éduqués face au risque pour ne pas nous faire baiser trop facilement. Alors, on parle beaucoup de Simone, pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est un film qui commence à dater, c'est un film d'Andrew Niccol, il me semble. C'est Complètement oublié le nom je d'acteur, crois et que c'est avec Al Pacino. C'est avec Al si Pacino, je me mais trompe je crois pas. que c'est Andrew Niccol qui Et l'a en réalisé, fait- celui qui a fait Bienvenue à Gattaca. Voilà, et en fait, Al Pacino, donc producteur, réalisateur, Je sais plus. J'ai vu il y a très longtemps. a J'ai vu au failli, cinéma. manque de la faillite, et se dit, foutu pour foutu, je vais créer, parce il rencontre quelqu'un qui lui dit, bah, je peux te réaliser une actrice en 3D parfaite, je l'intègre dans les films, personne ne pourra rien. Et du coup, Al Pacino donc, se remet à faire des films, et joue lui-même donc cette actrice en permanence, qu'il intègre dans ses films, et Simone devient l'égérie mondiale qui est partout et qui devient donc l'actrice parfaite. Et en permanence, Al Pacino donc court pour ne pas être rattrapé par le mensonge que son actrice fétiche en fait n'existe pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce dossier. C'était très intéressant. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le dire dans les Sérieusement, commentaires. parce que si tu vous voulez- voulais pas le faire, mais là maintenant tu Non, t'es je intéressé. voulais pas le faire avant que tu me speech et dès que tu m'as expliqué le sujet de la vidéo, je t'ai dit oui, vas-y, on fonce. Bon, bah ça me fait plaisir. Donc non, c'était très bien. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires. Parlez bien évidemment de tout ce qu'on a soulevé, vos inquiétudes, si vous trouvez ça positif, si vous avez trouvé que j'ai été juste un vieux con qui veut pas que le monde évolue Non, dans non, le mais mur. il y aura tous ces problèmes, il faut Oui, le c'est- savoir. Ce qu'il faut, c'est que nous, on soit informés et pas juger une technologie pour tout ce qu'elle fait de mal, mais aussi pour ce qu'elle peut faire de bien. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, merci aux tipeurs, n'hésitez pas à commenter, le petit pouce vers le haut bien sûr pour aider la chaîne, et on vous dit à très bientôt, ciao. Des bisous. Let's go!